Bonjour, c'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une présentation d'oracle. Et il s'agit aujourd'hui de l'oracle des runes et légendes du Nord de Sarah et Magali Motet aux éditions Secret d'Étoiles. Ce sont ces mêmes autrices, je sais plus comment on dit, qui nous avaient proposé l'oracle de Merlin, toujours aux éditions Secret d'Étoiles, qui était sorti en juin 2023. Celui-ci, l'oracle des runes et légendes du Nord, date de 2022. Et j'avais vraiment, en fait, vous avez une vidéo pour la présentation de l'oracle de Merlin si ça vous intéresse. Et l'oracle de Merlin est vraiment un oracle très intéressant avec une possibilité d'interprétation qui est très très forte au niveau énergétique et que j'aime beaucoup. Et donc, par curiosité et aussi parce que je trouvais que leur travail était vraiment formidable, j'ai eu envie d'aller voir l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà, il est là, je vais vous le présenter. Et par rapport à l'oracle de Merlin, je dois dire que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je vous le présente sans avoir fait de tirage avec cette fois. Je dois dire que il est probablement beaucoup plus complexe que l'oracle de Merlin à prendre en main. Et je pense pas que celui-ci... L'oracle de Merlin, si vous êtes plus ou moins débutant, ça va, vous arriverez à l'utiliser, mais l'oracle des runes et légendes du Nord, par contre, je pense que en étant débutant, c'est pas accessible. En tout cas, c'est ce que je pense pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer les cartes. Je vais pas prononcer le nom des cartes. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et voilà, si vous avez juste envie de voir à quoi les cartes ressemblent, pour vous décider, vous pourrez stopper la vidéo après que je les ai montrées. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, moi je vais prendre le temps de vous lire et de comprendre avec vous ce qu'il y a dans l'introduction, dans le petit livret qui accompagne l'oracle. Hein, et qui se présente de la même manière que celui de l'oracle de Merlin, avec quand même pas mal de différences, bien évidemment. Voilà. Allez, je vais mettre la boîte ici, hop, sans rien faire tomber. Donc, on va regarder d'abord les cartes. Elles sont magnifiques. Voici le dos des cartes d'abord. Elles sont donc le format est le même que l'oracle de Merlin. Hein. Ce sont de grandes cartes fines qui se mélangent très bien. Pour les mélanger, voilà, comme ce sont des oracles, en tout cas ces deux oracles-là, je ne sais pas ce qu'elles ont fait d'autre, il me semble qu'elles en ont fait un autre, il faudrait que je regarde aussi. Ce sont des oracles qui sont divinatoires, mais oui, voilà, toujours à la fois axés sur le développement personnel, le développement de soi, mais aussi divinatoires. Et ils s'utilisent plutôt comme des tarots. Donc on a ici la première carte, voici la deuxième. Il y a énormément de symbolisme et il y a bien évidemment les runes qui sont notées sur chaque carte avec le nom de chaque rune. Bien évidemment, moi j'adore tout ce qui est mythologie, pas seulement la mythologie nordique d'ailleurs, hein, même si c'est une de mes préférées. Donc forcément, dès que ça se rapporte à la mythologie nordique et à tout ça, ben moi je fonce. C'est vraiment des cartes magnifiques. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Et si vous en faites l'acquisition, comme une abonnée me l'a dit, pour l'oracle de Merlin, m'a dit qu'elle comptait l'acheter, bah voilà, n'hésitez pas donc c'était il y a un moment déjà, n'hésitez pas si c'est le cas à partager dans les commentaires votre expérience avec les oracles et les tarots que vous possédez, que vous utilisez.
Et enfin, à la fin, on a la rune blanche. La rune blanche, c'est une carte qui a été ajoutée dans cet oracle. C'est parce que c'est une rune qui n'existe pas, en fait. C'est pas une rune. Donc, ça a été ajouté. Bon, je vais les laisser comme ça. Peut-être que je vais prendre juste une carte pour hop. On va mettre là. Pour que vous puissiez voir le dos. Et maintenant, je vais passer à la lecture. Donc, je vous ai pas lu le dos de la boîte parce qu'il est, il est présent dans le petit livret que je vais lire. Donc, je vais commencer par lire ça. Chuchotement, symbole secret, glyphe oublié. Depuis toujours et aujourd'hui plus que jamais, ces signes nous racontent une histoire perdue au fil des âges. Ils sont anguleux, simples, archaïques. Le vent les dessine sur des plages de sable anthracite et les efface tout aussitôt. Les hôtes futés chantent leur nom. Les constellations sont leurs miroirs stellaires et l'homme s'élève à leur souffle. Rune, runa, silence et son, murmure mystique, envol de bâtonnets au profond des nuits froides, les runes sont magiques, pluie féconde ou sort maudit. Beaucoup plus que de simples lettres, les runes nous emmènent en de frénétiques galops bercés par des champs de fumée, des brasiers aux anciennes et tonitruantes présences. Elles nous entraînent en de cruels et de mirifiques combats de géants à l'ombre des grands arbres sacrés. Alors je ne vais pas lire toute l'introduction, ce que je vais vous lire par contre c'est l'histoire des runes, ou en tout cas si on peut parler d'histoire. Fille des forêts et des froides écumes, on ignore tout de la naissance des runes. On les dit alpines, étrusques, islandaises. On les retrouve aux quatre coins de l'Europe préhistorique, du Groenland aux Orcades, de la Russie à la mer d'Irlande. Elles rayonnaient, s'échangeaient, se gravaient, se courtisaient. Depuis le IIe siècle et les runes dessinées sur les hautes pierres de Germanie jusqu'au XIe siècle où les poètes islandais les chantaient, les runes ont évolué, changé de parfum et de saison, mais pas de forme ni de force. Les Vikings nous ont laissé un riche héritage gravé. Auparavant, le savoir magique semble avoir été plus souvent chuchoté que figé, dessiné sur du bois putrescible, sur de l'argile éphémère. Comme si ce savoir avait comme vocation l'adaptation et la mouvance, permettant ainsi la ductilité du savoir. Nous avons pris comme référence le Fusark, ancien datant du 8e siècle. Il est composé de 24 runes auxquelles nous avons ajouté la rune blanche, celle sans nom. Ce Fusark, vieux de plus de 1300 ans, nous est parvenu inchangé, cohérent, magnifique. Donc ensuite on a un paragraphe sur les mythes au début et à la fin des mondes. Donc il faut un petit peu quand même connaître la mythologie nordique, la création des mondes, des neuf mondes vis-à-vis de la mythologie nordique, les dieux. Donc on nous explique la différence entre les dieux Van et les dieux As par exemple. Donc les dieux Van, ce sont les défenseurs de la nature, ils règnent sur la fertilité et les récoltes, ils sont de type lunaire et veillent sur les ancêtres et les mondes ténébreux. Leur fonction est de protéger la vie féconde et les magies naturelles, ils sont d'eau et de terre. Et les As, quant à eux, sont les représentants de la justice et du droit. La magie et la guerre leur appartiennent. Divinités solaires, ils sont de feu et d'air, garantes de l'ordre cosmique. Il semble que ce soit les As qui supplantent les Vannes dans les mondes divins, et que dans Midgard, ce soit le contraire. Donc ensuite, elles nous parlent des 9 mondes et elles nous expliquent qu'elles ont regroupé les 9 mondes selon les 3 racines d'Yggdrasil pour que ça soit pour que les univers soient plus distinctifs, plus distincts les uns des autres et plus faciles aussi, parce que si on devait se souvenir à chaque fois, c'est le cas d'ailleurs avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, les cartes sont partagées selon les 9 mondes, et parfois moi ça m'arrive très souvent de regarder le livre parce que je me souviens plus, il y a les petits symboles, mais des fois je me souviens plus où se trouve le dieu parce qu'il ne se trouve pas forcément dans le monde où il est censé être dans l'oracle en plus, donc
c'est très compliqué parfois. Donc ici, les 3 racines d'Yggdrasil, c'est Asgard, le royaume des puissances divines, Midgard, là où vivent les humains, et Outgard, le domaine de la mort et des ténèbres. Voilà. Ensuite, on nous parle du Ragnarok, bien évidemment. De la magie du Nord, donc là il y a une petite explication sur ce que l'on sait aujourd'hui, en tout cas de la magie dans le Nord, selon les mythologies, etc. Donc il y a 3 actes magiques qui sont distingués, et c'est important parce que je pense qu'elles utilisent elles utilisent probablement ces références-là dans les significations des cartes. Le Galdr, qui consistait en un envoi d'énergie de la part de la sorcière, le Seidr, pratiqué par la Volva. La Volva, si vous voulez, c'était l'équivalent d'un chaman, hein, c'était un peu comme un chaman dans moi, je pense que tout le monde a vu la série Viking, donc quoi qu'il y en a pas dans la série Viking de Volva. J'ai d'autres références en tête, ça vous parlera peut-être pas. Et donc le Seidr était pratiqué par la Volva et touchait au domaine de la divination. Et enfin le Amphor liait le don de double vue à celui des métamorphoses animales. Et les runes jouaient un rôle crucial dans ces magies qui pouvaient être à la fois blanches ou à la fois noires, ou blanches ou noires. Elles se jetaient, se gravaient, se cachaient. On les peignait sur le corps des guerriers, au creux des pommes, sur les boucliers, au seuil ou aux portes des maisons. Voilà. Et ensuite, on parle, donc là, c'est l'explication du jeu, le souffle de chaque rune. Voici comment bien interpréter les runes. Donc les significations sont de la page 14 à 63, ok. Pour chaque rune, le nom est donné en langue proto-germanique ancien Fusark, ainsi que son dessin. Des mots-clés sont associés à chacune des runes. Tout d'abord, il y a l'écho. L'écho est la trace qu'elle laisse dans l'inconscient après avoir prononcé son nom. Voilà pourquoi je ne voulais pas prononcer le nom des cartes tant que je n'ai pas plus en main l'oracle pour l'instant. Et puis je veux pas m'y aventurer parce que je suis pas sûre que ma prononciation soit bonne. Pas du tout même. L'étape est l'endroit où nous situe la rune dans notre vie et notre quête initiatique. La danse nous parle de mouvement, de l'expression physique que suggère la rune. La force représente les atouts majeurs que la rune porte en elle, ceci avant tout, toute approche divinatoire. Le chuchotement est le message initiatique transmis par la rune. Le signe est la manière qui nous semble la plus convaincante de graver chacune des runes. Le poème est la part d'inconscient reliée à la rune, à son parfum. Les reflets sont les personnifications mythologiques ou totémiques des forces de chaque rune. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'oracle de Merlin s'utilisait à la fois, les cartes pouvaient être renversées à l'envers, hein, et ici, avec l'oracle des runes et Légende du Nord, c'est pas le cas pour toutes les cartes, mais certaines runes peuvent donner lieu à une interprétation renversée, parce que leur dessin est symétrique. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure qu'on apprend à utiliser l'oracle. Ensuite, il y a un petit poème sur les runes et leur naissance qui est sûrement extrait justement du Fusark. Donc ensuite, on nous parle du Fusark et de l'ordre runique. Je vous ai dit, hein, c'est pour moi, je pense que vraiment, cet oracle n'est pas pour les débutants. Pour quelqu'un qui veut apprendre, faut pas commencer avec celui-ci, même si je dis souvent qu'on commencer par la chose qui nous semble la plus compliquée, c'est bien, mais je parle de tarot. Voilà, là, avec celui-là, non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, chacun est libre de faire comme il veut, bien évidemment. Les runes dansent et s'escortent les unes les autres dans un ordre voulu, une suite énergétique pensée. La lecture doit se faire en accord avec le rythme fondamental de l'univers. Effectivement, vous avez peut-être déjà entendu ça. Moi, je le sais. Depuis toute petite, je sais ça. C'est que les runes sont très très puissantes.
au niveau énergétique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Donc on les utilise pas à la légère, on fait pas des tirages avec les runes pour savoir si il ou elle vous aime toujours, il ou elle va revenir. C'est le genre de tirage moi qui me tape sur les nerfs. Bien que je puisse comprendre quand j'ai quelqu'un en consultation privée, c'est pas pareil parce que voilà, mais pour des tirages généraux sur les chaînes, ça serait quand même pour moi c'est comme une insulte faite à la rune ou aux runes d'utiliser les voilà. Je suis très vieux jeu sur ça. Cet ordre, le futark est divisé en 3 familles de 8 runes ou 8. Donc il y a 8 de Tyr, 8 de Freyr, 8 de Heimdall. La première 8 est celle du dieu Freyr, dieu de la fertilité, de la végétation, de la vie exubérante. Cette première famille est vivifiante, fraîche et en permanente évolution. D'ailleurs, vous remarquerez, moi je n'ai pas prononcé le nom des runes, et dans les explications que je vous lis depuis tout à l'heure, à aucun moment les auteurs n'ont écrit les noms des runes. La deuxième 8 représente l'homme et les relations qu'il a avec son clan et avec l'univers. Les épreuves le renforcent et le laissent peu à peu plus seul, plus conscient de lui-même et plus responsable. Et la troisième touche au monde spirituel, aux relations souvent tortueuses qui nous lient aux dieux. La sagesse est là, et avec elle, le lent apprentissage de notre mort inévitable, de notre renaissance possible. Autour de ces 3 familles de 8 runes tourne la rune blanche, elle est la destinée, le souffle des Nornes, la carte de tous les possibles. Donc oui, au début je vous ai dit ça n'existe pas la rune blanche, oui, ça n'existe pas le nom, mais la rune sans rien dessus, effectivement, elle y est. Si vous prenez un jeu de runes, vous allez la trouver. Donc, l'ordre runique est l'histoire de l'être humain sur son chemin aventureux, sa quête initiatique et chamanique. Rune après rune, l'approche se fait plus personnelle, la conscience devient plus aiguisée et farouche. L'apothéose d'une mort apprivoisée et d'une renaissance lumineuse clôt le cycle runique. Voilà, et ensuite on a une explication sur les tirages runiques. Et il y a un message important dans le Havamal, les dits du Très-Haut, Odin, met en garde Lodfafnir, les runes sont dangereuses, elles doivent être approchées avec discernement et respect toujours. Et on a un petit extrait que je peux vous lire, on prend le temps pour cet oracle parce qu'il n'est pas évident, donc on prend le temps. Sais-tu comment il faut graver ? Sais-tu comment il faut arranger ? Sais-tu comment il faut interpréter ? Sais-tu comment il faut attirer ? Sais-tu comment il faut invoquer ? Sais-tu comment il faut offrir ? Sais-tu comment il faut accomplir ? Mieux vaut s'abstenir de prier pour trop, ou sacrifier excessivement, car rien ne sera donné, que tu ne recevras, que tu ne devras rembourser. Voilà ce que Sindre grava lorsque l'homme n'était pas avant de s'élever et repartir. Donc, quand vous utilisez, et effectivement, c'est vrai aussi pour les oracles et les tarots, et ça va dépendre en fait de l'énergie qui a été l'intention, l'énergie qui sont concentrées dans le symbolisme qui sont utilisés. Quand on tire les cartes, on donne de son énergie parce qu'on récupère les énergies qu'on a besoin d'interpréter. Et avec les runes, c'est encore plus vrai, plus il y a cette idée de rembourser, de rendre ce que l'on nous donne. Alors, comment tirer les cartes runiques ? Donc là, on vous explique qu'afin d'assurer un tirage runique puissant et lisible, il est nécessaire de réunir quelques précautions avant toute approche. Choisir un endroit calme, loin du monde et de ses multiples perturbations. S'accorder un rituel personnel, un moyen de s'échapper du présent pour rencontrer ses dieux intérieurs. C'est peut-être là la démarche la plus difficile. Nous vous proposons un rituel simple, celui qui vous reliera aux 4 éléments. Cherchez dans la nature environnante les symboles qui parleront le mieux à votre âme. Par exemple, une plume pour vous connecter à l'air, aux oiseaux, au monde subtil, un coquillage, afin de personnaliser les mondes aquatiques, les marées, sous la lune, l'océan, des montées. Une bougie allumée et de l'encens pour servir à purifier les lieux et inviter l'élément feu à se joindre
aux runes, car le dragon est souvent réticent ou timide. Enfin, un cristal de roche fera antenne. Alors attendez, je me surpose parce que le chat a décidé de faire du bruit. Donc je disais, enfin, un cristal de roche fera antenne entre vous et les forces telluriques, les nains et les forces chtoniennes. Les cartes seront jetées au hasard sur une nappe blanche, posée au sol. Le blanc représente le destin, la vacuité. Le respect et la concentration sont les ingrédients fondamentaux pour qu'un tirage permette une réponse claire et limpide. Les runes ont besoin d'énergie forte, de combativité et d'éveil pour que leur énergie vibre. C'est vraiment pas pour les débutants, hein, c'est ce que je disais. Et après, on a des exemples de tirage. Hein. Il y a le tirage à 3 runes. Il y a ou le tirage des Nornes aussi, qu'on appelle comme ça. Le tirage de la croix d'Odin, qui est un tirage en croix. Le tirage en croix que vous connaissez. Hein. Et enfin, on a la conclusion. Donc je vais lire la conclusion, parce que les conclusions, généralement, sont importantes d'après mon expérience de l'oracle de Merlin. Les runes sont nées là-bas au nord, ligne de destinée guerrière où le sang, l'hydromel sacré et les chants poétiques se mêlèrent au vent de la taïga. Ces dits chuchotés autour des feux claniques garderont toujours une imprégnation mystérieuse, comme si chacune de ces images gouvernait un trait créateur de l'univers et permettait d'harmoniser les différentes forces. Sont-elles messages divins, sortilèges de plumes et de sang, traces d'une écriture ou oubliée, au flanc des hautes pierres ou poussière d'étoiles dispersées, là par un dieu éolien. Les sorcières prophétesses des terres de brume nous ont-elles laissé ces signes au parfum d'avenir pour que le monde s'interroge, pour que le cherchant se mette en chemin. Nous avons tenté à travers cet oracle de retrouver et de transmettre ce souffle grandiose et épique, cette trace presque enfouie d'une société farouche où les forces tourbillonnantes sacralisaient la nature. La terre-mère, les astres lointains. Un moment est un lieu où la mort n'était pas fin. Où le cheminement de l'homme se perdait en des territoires sauvages pour se retrouver au pied du mât chamanique. Ces cartes runiques sont autant de reflets d'arc-en-ciel et d'orage qu'il y a de saisons, qu'il y a de constellations. Voilà. Et ensuite, on a les significations, je vais y arriver, des cartes et donc des runes. Et on a, bien évidemment, c'est présenté avec ce qu'on nous disait tout à l'heure. Il y a un paragraphe sur l'écho, sur l'étape, sur la danse, sur la force, sur le chuchotement. On a un paragraphe si la carte est renversée, et après on nous parle du signe, du poème, du reflet. Et on nous donne les noms multiples de la rune. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On est sur la rune blanche. Je vais prendre l'exemple de la rune blanche pour vous donner les autres noms. S'il y en a. Est-ce qu'il y en a ? Non, il n'y en a pas pour celle-là, comme par hasard. Mais en fonction des cartes, on n'aura pas, par exemple, le paragraphe sur la carte renversée, puisque vous vous rappelez tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. On avait... c'est pas toutes les runes qui se lisent à l'envers, inversées. Alors, pour celle-là, de runes, on n'a pas non plus. Par contre, il y a d'autres paragraphes, mais qui sont juste basés sur la mythologie et qui donnent des explications en plus. Voilà. Bon, j'espère que cette présentation vous a plu. Hein. J'ai beaucoup lu parce que je pense que c'était nécessaire. Et puis, bien évidemment, il y a la bibliographie à la fin. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Avec les références dont elles se sont servies pour justement créer, mettre en place, expliquer cet oracle. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter toujours avec respect et douceur et à vous abonner. Merci infiniment. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.